Pour ma deuxième journée à Sofia, voici malheureusement un instrument qui risque fort de s'avérer utile. En effet, aujourd'hui, donc 24 septembre à Sofia, sera sans doute la pire journée. Du moins pour l'instant il ne fait pas très beau, mais au moins il ne pleut pas. De la fenêtre de mon appartement, on aperçoit la synagogue que nous avons vue hier. S'il est possible de filmer l'intérieur, je vais aller voir. En sortant dans la rue Pirotska, où se trouve mon appartement, je m'aperçois que j'ai parlé trop vite. Il pleut déjà. La rue Pirotska est une rue étroite et rectiligne, garnie de bancs publics et de quelques jardinières de fleurs. C'est une rue donc piétonne et commerçante. Et ce ne sont pas des adresses prestigieuses qui se trouvent ici. C'était la principale rue piétonne et commerçante de Sofia autrefois, mais désormais elle s'est fait voler la vedette par le boulevard Vitosha, que nous allons voir tout à l'heure. Malgré tout, les parures d'arbres dont dispose souvent Sofia, dans chacune de ses rues, permet de se mettre vite à l'abri. Direction la synagogue. Mon appartement se trouve juste à proximité d'une église orthodoxe roumaine. Elle ressemble beaucoup à l'église des Saints Cyril et Méthode. Le problème, c'est que comme souvent, on voit ce malencontreux écriteau. Toujours cette alternance entre le délabré et le bien retapé. Nous y revoilà. Est-ce que je vais encore faire chou blanc comme hier? Va-t-il être possible de filmer l'intérieur? En tout cas, je suis dans les bonnes heures pour la visiter. La visite s'avère possible et on peut également filmer. J'ai l'impression de me retrouver comme Louis de Funès dans une scène de Rabbi Jacob. Je suis content de voir cette synagogue car elle est très belle, comme vous l'allez voir. Je pensais qu'il fallait se couvrir la tête d'un chapeau pour visiter ce lieu de culte, et on ne m'a pas présenté cette exigence. L'édifice est soutenu par de belles colonnes de marbre. Dans la communauté juive, le culte a lieu le samedi. Chez les musulmans, c'est le vendredi, et chez les chrétiens, le dimanche. Les tribunes. Donc je le rappelle, cette synagogue qui date de 1909 serait une copie de la grande mosquée séfarade de Vienne, qui a aujourd'hui disparu. Belle mosaïque au sol.
Pas le moment que le lustre se décroche, comme dans le fantôme de l'opéra. Quittons cette belle synagogue et pour faire œcuménique, allons voir si l'on peut voir l'intérieur de la mosquée des Bains. À la sortie, par bonheur, la pluie s'est arrêtée. Les halles déjà vues hier. Une petite éclaircie. Le temps va-t-il être plus clément que prévu? Il faut que je me grouille. Neno m'attend dans 1 heure pour qu'on aille voir le non Vitocha. Neno m'a dit que l'automne progresse à vitesse grand V en Bulgarie. En voici la preuve, le 24 septembre. Il paraît que l'intérieur de la mosquée des Bains est très joli. Si je peux entrer, on va me demander d'enlever mes chaussures. Boulevard de la Princesse Marie-Louise. Serez-vous étonné si je vous dis que c'est la première fois de ma vie que je pénètre dans une mosquée? Ce n'était pas la première fois pour une synagogue. J'avais déjà vu celle de Budapest. Je ne suis pas spécialiste, mais j'imagine que c'est l'endroit où se fait le prêche. Les musulmans sont réputés pour leurs beaux tapis. En voici l'illustration. L'ornementation de la coupole est sublime.
La journée commence bien, c'était vraiment un très bel édifice. À présent, direction le boulevard Vitocha. Je me grouille, le gamin m'attend. Je repasse devant les ruines de Serdica, la romaine. La cathédrale du Saint-Dimanche, le magasin Tsum, Sainte-Sophie sur sa colonne, en cyrillique, au centre, c'est indiqué Sofia, Sofia 2000. La curieuse église Saint-Petka des Celliers que je n'ai pu visiter. La place de l'Indépendance et l'ancien siège du Parti communiste bulgare. On passe par les sous-sols pour aller de l'autre côté de la place de l'Indépendance, vers la cathédrale. Ces panneaux rappellent combien Sofia est ancienne. Ici, la rotonde Saint-Georges, vue hier. On longe l'ancien hôtel Sheraton, désormais hôtel Sofia Balkan. Nous l'avons vu également hier. Là encore, des fouilles archéologiques se poursuivent. Pour mon dernier jour, il devrait y avoir un grand soleil. Enfin, peut-être pour les jours à venir aussi à Plovdiv. Je vais peut-être scandaliser, mais j'ai préféré l'intérieur de cette cathédrale Sveta Neetalia plutôt que la cathédrale Alexandre Nevski, qui a pourtant beaucoup plus de réputation, mais qui m'a paru bien sombre et où l'accueil n'était pas très agréable. La chaîne de restaurants Happy, bulgare au nom anglais, et où j'ai très bien mangé. Façade en trompe-l'œil qui aurait besoin d'être un petit peu rafraîchie. C'est ici que commence le boulevard Vitocha, en quelque sorte les Champs-Élysées de Sofia. Une artère piétonne à partir d'un certain niveau et qui s'embellit de plus en plus et qui se dirige plein sud. Au nord du boulevard Vitocha, le premier bâtiment d'importance que l'on remarque est le palais de justice. En grande partie réservé aux piétons et aux tramways, ce long boulevard rectiligne, boulevard Vitocha, très ombragé, est le royaume du prêt-à-porter comme de la restauration rapide.
Peut-être essaie-t-il d'en avoir un petit morceau. Mais il y a de la concurrence. À partir de cet endroit, le boulevard Vitosha devient véritablement piétonnier et c'est beaucoup plus agréable. Le mont Vitosha que l'on voyait bien hier est carrément noyé dans les nuages aujourd'hui. Les maîtres n'hésitent pas à faire leur crotte à leurs chiens carrément dans les parterres de fleurs. Vitosha est réputé pour ses restaurants de part et d'autre. Les enseignes occidentales ont envahi la capitale sofiote. On aime bien les marronniers d'Inde à Sofia, mais malheureusement ils sont atteints par la maladie. L'hôtel Les Fleurs est un hôtel 4 étoiles à Sofia, où peuvent descendre les personnes comme il faut. Un endroit à noter pour mon dernier jour. Voici le magnifique monastère de Rila, qui se trouve au sud de Sofia. Et voici les demeures de la Renaissance bulgare telles qu'on peut les voir à Plovdiv. Un costume traditionnel bulgare. Mais il va falloir que je maigrisse un peu pour rentrer dans cette robe. Ce n'est pas l'heure de casser la graine. Sveta Nedelia vers le nord. Un restaurant à la décoration spectaculaire, mais dont la cuisine est un peu moyenne. À part quelques exceptions comme ici, les bâtiments qui bordent le boulevard Vitosha manquent un peu de lustre. Ce qui n'empêche pas ce boulevard d'être pris d'assaut par les sofiotes et les touristes l'été lors des beaux jours. Il n'empêche que la municipalité l'embellit petit à petit en l'apparant de bancs publics ou bien de kiosques à musique. Présence de taxis. On s'approche du Palais national de la culture.
La chaîne Hugo est également réputée. Elle propose non seulement des pizzas, mais également des gratins, ce qui me plairait bien. Des façades un peu détériorées. Heureusement, le gamin a un peu de retard, mais je presse quand même un peu le pas. De ci, de là, il y a des façades qui sont assez plaisantes. Nous sommes dans les environs du Palais de la Culture, palais moderne. Présence de la France à Sofia. J'arrive au niveau du parc où se trouve le Palais national de la culture. Des enseignes, peut-être pas ce que le monde occidental fait de mieux. Le métro de Sofia compte 2 lignes. Celle en bleu est la plus longue et elle forme une boucle. Celle en rouge emprunte en grande partie le trajet de l'autre ligne. Une 3e ligne va bientôt être inaugurée à la fin de l'année. Avançons dans le parc pour voir le palais de la culture. Les pigeons ont des amis, les babouchkas. Me voici positionné face au Palais national de la culture. Ce bâtiment, que l'on appelle également le NDK, a été achevé en 1981, c'est-à-dire qu'il date de l'époque communiste. Il abrite des expositions commerciales, mais il y a également 5000 places pour des concerts prestigieux. On y trouve un cinéma honorant Louis Lumière, des bureaux d'entreprise high-tech, une télévision privée, un café-théâtre, des cafés, des restaurants, des boutiques, une librairie. Et devant, au mois de décembre, se tient un marché de Noël très couru.
Un peu de ciel bleu entre deux, il ne faut pas désespérer. Neno m'a donné rendez-vous à l'hôtel Central Park pour cette balade dans les monts Vitosha qui s'annonce. Il va m'emmener en voiture. Le métro, station NDK. Le Sofia d'aujourd'hui. J'ai peut-être parlé trop vite en parlant d'amélioration météo. En voiture, nous pouvons voir la Sofia moderne. La Sofia du 21e siècle. Donc là, nous allons vers quel quartier? Bojana. Bojana. Boulevard Bulgaria. Boulevard Bulgaria. Le centre commercial Bulgaria Mall. On arrive au pied de la montagne, complètement couverte de nuages. Nous sommes parvenus dans l'agglomération de Bojana, où se trouve la fameuse église inscrite à l'UNESCO. Nous sommes attablés dans un restaurant bulgare typique. Est-ce que tu peux me dire le nom de cet alcool? Rakia. Eau de vie. Eau de vie, de prune. Donc 40 degrés. J'ai choisi en entrée un classique. C'est le tarator. Qui est donc, je laisse le spécialiste parler. Top. Le tarator, c'est une soupe froide qui est faite à partir de yaourt mélangé avec de l'eau, des concombres, de la nette, un peu d'huile et des noix. C'est le gazpacho bulgare. Et là, ceci, c'est donc La pop chorba. qui est constitué de D'haricots blancs, des herbes, quelques herbes. Oui. C'est tout, il n'y a pas de viande. Voici la moussaka locale. Comme quoi la moussaka n'est pas seulement typique de la Turquie ou de la Grèce. Nous sommes parvenus à proximité du site de l'église de Bojana. Une curiosité majeure de la Bulgarie, dont vraisemblablement, malheureusement, vous ne verrez pas les détails de l'intérieur, car il n'est pas permis de filmer, je pense. On parle de l'église de Bojana, mais en réalité, il y en a 3 qui ont été construites successivement. Et elle se trouve dans un parc aux arbres multicentenaires. À l'entrée du parc, nous trouvons un séquoia gigantesque qui a été planté au début du XXe siècle, en 1907-1908, par le tsar Ferdinand.
Des ostas. Le nom d'André Grabart, qui apparemment est mort très vieux, est un professeur d'archéologie byzantine français qui s'est illustré dans les recherches autour de l'église de Bojana. Cette partie est plus ancienne. On a de la chance, autrefois il y avait des échafaudages, ils ont été enlevés. D'origine européenne. Tombe de la reine Éléonore de Bulgarie, 1860-1917. Je n'ai pu filmer les fresques de l'église de Bojana et nous voici à présent devant le musée national d'histoire de la Bulgarie. C'est l'ancienne résidence gouvernementale de Todor Živkov, le dernier dirigeant communiste, qui abrite les locaux du musée. Il se situe au pied des pentes du mont Vitosha. Il s'agit d'un musée très important pour qui veut découvrir l'histoire du pays. On n'a pas le droit de faire des vidéos, mais on peut faire quelques photos. Encore les lions. À l'entrée, un sarcophage datant de l'Empire romain. Le sarcophage est orné de Méduse la Gorgone. À l'entrée, quelques fresques de l'église de Bojana sont représentées. Cette salle est consacrée à la préhistoire en Bulgarie. 6000 ans avant Jésus-Christ. À Stara Zagora, preuve d'implantation humaine. Un moulin. Voici la carte de la Bulgarie aujourd'hui, un pays qui ressemble à un rectangle et qui est montagneux essentiellement à l'ouest, au sud et au centre. Dans ces musées, on retrouve toujours la panoplie habituelle, c'est-à-dire les vases, les céramiques, les gobelets. Un objet de culte. Les outils rudimentaires du néolithique. Un
cumulus près de Varna, c'est-à-dire près de la côte de la mer Noire. Toutes ces structures ont été taillées par la main de l'homme. Il y a 6000 ans. Le temps passe et l'on aboutit à des outils plus élaborés. Le génie humain se déploie. Travail du métal. Sur cette carte, les sites d'implantation liés à la préhistoire que les fouilles archéologiques ont permis de découvrir en Bulgarie. Cette coupe en céramique date du 5e millénaire avant Jésus-Christ. Elle est bien conservée. Ces services en céramique montrent le développement de l'art de la poterie. À mon avis, celui-ci est tombé de l'armoire. Cette formation rocheuse se trouve non loin du monastère de Batchkovo, donc près de Plovdiv. Du bronze. Au 2e millénaire, déjà, on utilise des outils encore plus perfectionnés, en bronze. Petits bijoux en or pour certains rites de l'époque. Les bijoux sont plus conséquents par ici. Ils étaient destinés à être placés dans les tombeaux. Cet habitant des tombes a été découvert du côté de Varna. Il a une très belle dentition. 4600 années avant Jésus-Christ. Fais gaffe, fais gaffe. Cette morte, qui a une coiffe en os, est placée sur le flanc, les bras pliés. Un trésor en or datant de l'époque thrace. Trésor de Panagiurishte. Bien qu'il s'agisse d'une copie, car l'original est à Plovdiv, il faut quand même savoir que cette copie n'en est pas moins complètement en or. On connaît peu de choses des traces qui n'ont pas laissé d'écriture. Trésor de Borovo. Les petites médailles nous semblent secondaires par rapport aux merveilles que nous avons vues.
Voilà une couronne que j'accepterais bien de porter pour l'épiphanie. Voici un casque curieusement maintenu par une éprouvette. Cette salle est constituée par les antiquités thraces, mais également les antiquités grecques, les Grecs ayant fondé des comptoirs sur le contour de la mer Noire. Ils se sont donc naturellement mélangés aux Thraces. Sur cette photo, nous voyons la décoration somptueuse d'un tombeau thrace à Zveshtari, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans le nord de la Bulgarie, plutôt vers le Danube. Ceci est un verre avec un petit trou en bas pour permettre l'écoulement du liquide. On l'appelle un riton. Le monde thrace à l'époque. On voit qu'il ne correspond pas tout à fait au territoire de la Bulgarie actuelle. Il s'étend au nord sur la Dobroudja. Il va jusqu'à la mer Égée et presque jusqu'à l'actuelle Constantinople, Istanbul. Sur la carte, un autre nom, Philippopolis, la ville de Philippe. Il s'agit en fait de Plovdiv, seconde ville de Bulgarie. Et par Philippe, il faut penser à Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. Des armes thraces. IVe siècle avant Jésus-Christ. Je ne le prononcerai pas en slave. Une fresque. Décoration murale sous forme de fresque dans une tombe thrace à Kazanluk. La décoration de la tombe de Zveshtari m'impressionne beaucoup. Est-ce la lampe du génie? Je peux faire 3 vœux. On arrive au travail du verre. Premier 4e siècle. Après Jésus. Ces petites têtes sont très plaisantes. Voilà. L'amphithéâtre de Plovdiv. Il a été découvert très récemment au XXe siècle. On l'a dégagé. Et en dessous, il y a un tunnel routier. La résidence des dirigeants communistes ne manquait pas d'allure. Une grande salle de réception.
dans cette troisième salle quelques épées idéales pour se faire harakiri. Mais ce n'était pas la tradition bulgare. Des étriers. Nous cherchons à comprendre la présence de ce trésor ici, car manifestement il porte le nom d'un village hongrois. Vaisselle du trésor du village de Grand Saint-Michel, Nadi Szent-Miklos. De ce qu'on a pu lire apparemment, si l'origine de cette vaisselle est bulgare, elle a été trouvée en Hongrie apparemment. Il y a sans doute eu du commerce entre les Bulgares et les Hongrois. Nous avons clairement maintenant quitté la préhistoire et l'Antiquité et nous sommes de plein pied au Moyen-Âge. Ces amphores portent des indices qui montrent qu'ils ont bien été ramenés de la mer. Il y a donc eu naufrage. Petite figurine, ici un chien. Urne. La correspondance des écritures à gauche, le glagolitique, et à droite, le cyrillique. Un cadran solaire. La Bulgarie se christianise. Saint Clément d'Ochride, un saint important dans l'histoire des Slaves. Il était disciple des saints Cyril et Méthode. Voici justement les deux compères bras dessus, bras dessous. Est-ce le Christ revisité par Picasso? Un ouvrage en écriture glagolitique. Beaucoup de petites babioles ici. Le tsar Samuel, dont la tête a été reconstituée à partir du crâne découvert. C'était un des tsars des premiers empires bulgares du Moyen-Âge. Nous avons bien fait de visiter ce musée, regardez-moi un peu. C'est dommage parce que d'ordinaire on peut voir une vue magnifique sur le mont Vitosha. Des huiles vont sans doute venir manger ici. Et c'est très curieux de voir les tables dressées au milieu d'un musée. Cette cloche en bronze provient du village de Melnik, où l'on fabrique du bon vin bulgare. Cette église du XIVe siècle à Veliko Trnovo ressemble beaucoup à l'église de Bojana.
Reproduction des couronnes des souverains du Second Empire bulgare, juste avant l'invasion turque. Copie des fresques de l'église de Boyana. Comme quoi, c'est idiot de ne pas pouvoir les filmer là-bas, puisqu'on peut les voir ici. Le tsar Ivan Alexandre et sa seconde épouse. La sœur du tsar Ivan Alexandre, Hélène, elle a épousé le roi des Serbes. Veliko Trnovo. Veliko Trnovo est une des villes les plus intéressantes à visiter en Bulgarie. Il y a notamment la forteresse de Tsarevets. Voilà la récolte du casino. Ce trésor a été trouvé dans la région de Roussé. Boule de guerre. Ce livre fait la joie des bibliophiles. Bel exemple d'ancienne tapisserie. Photographie de la forteresse d'Asenovgrad que nous aurons peut-être le temps de voir demain, parce qu'elle se trouve près du monastère de Batchkovo, près de Plovdiv. La Bulgarie offre une possibilité très variée de visites d'églises et de monastères. Copie de porte du monastère de Rila. Ce sont des parties d'un lustre. Cette carte montre la grande expansion du Second Empire bulgare, de 1185 à 1396, où l'on voit qu'il y avait non seulement la Bulgarie, mais également une grande partie de la Roumanie, la Macédoine, l'Albanie, et le nord de la Grèce, et la Serbie également. Belgrade inclus. L'Empire allait donc de la mer Adriatique jusqu'à la mer Noire et à la mer Égée. Nous parvenons au XVIe siècle. Nous sommes donc en pleine occupation ottomane. L'armement se perfectionne. Ah, comme c'est beau le progrès. Une Bible et un fusil. Très beau témoignage de l'art de cette époque. Un tapis superbe. Une belle ceinture en argent. Et c'est drôle de bouche.
Monastère de Rila. Beaucoup à voir dans ce musée national d'histoire de la Bulgarie. On n'est pas volé sur le prix du ticket. De fabuleuses fresques. C'est le jour du grand jugement. Le jour du jugement dernier. Ça va mal finir pour moi, cette histoire. L'individu qui est là me paraît singulièrement suspect. De ce côté-là, ça a l'air plus calme. Ce numéro d'imitation de Jeanne d'Arc ne doit pas être très plaisant. En tout cas, ça ne rigole pas. Là, on sait trop ce qu'il trafique. Encore un archange vengeur. Une pièce particulièrement belle. Saint Démétrius en pleine action. Là, vous l'avez reconnu, c'est Saint Georges qui terrasse le dragon. Beau triptyque du monastère de Rila. Nous passons devant le buste du fameux Vasil Levski, le patriote bulgare dont je vous ai tant parlé et qui s'est fait prendre et pendre par les Turcs en 1873. À cette époque, la Bulgarie était encore partie intégrante de l'Empire ottoman. Époque révolutionnaire au XIXe siècle, avant la libération par les Russes. Situation de l'Empire ottoman en 1876, où l'on voit que la Grèce avait déjà acquis son indépendance. La Serbie aussi. Bataille de Navarin. Et le Monténégro et la Serbie aussi. Oui. La Roumanie aussi. Le trône d'un prêtre. Cette cloche est un cadeau de l'empereur russe, le tsar Alexandre II, 19e siècle. Les tenues des révolutionnaires bulgares. Dans ce livre-journal, l'insurrection des Bulgares est contée
pour les générations futures. Un épisode de la guerre russo-turque de 1877-1878. Les frontières de la Bulgarie telles qu'elles étaient dessinées au premier traité très favorable de San Stefano. Mais ces frontières ont été beaucoup amoindries au congrès de Berlin, quelques mois plus tard. Le Monténégro se trouvait agrandi lui aussi. Vassil-Levski a déclaré « Si je gagne pour tout le monde. Si je perds, je ne perds que moi-même. » Cette petite salle d'exposition avant de monter au deuxième niveau nous apprend que la Bulgarie possède une station en Antarctide. Qui l'eût cru ? Nous sommes un peu pris par le temps. Je ne vais peut-être pas avoir le temps de filmer avec autant de soin que je le voudrais chacun des détails. Voici des costumes faits pour des films. Joli coffre peint. Le tsar Boris III, c'est le père du dernier tsar Siméon II. Il a engagé la Bulgarie dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne, mais il a refusé de livrer les Juifs à Hitler. On dirait les tenues de toréador. Portrait de Lady Muir, mais il n'y a pas de panonceau explicatif pour nous donner plus de détails à son sujet. Le Premier ministre Alexandre Stambolijski du parti agrarien, il a été fusillé. Nombreux portraits de Dimitri Stanciov, qui fut ministre plénipotentiaire de la Bulgarie en France, ici en 1912. Service à thé donné par le tsar Ferdinand Ier à la personne d'avant, Stanciu. Stanciov, encore jeune. En 1896-1899, il était agent diplomatique à Saint-Pétersbourg. Cette maquette représente une église ruinée de Nesseber, une ville sur une presqu'île de la mer Noire. Une maquette du monastère de Rila. On voit que ce monastère n'est pas petit et vaut très certainement le détour. Beaux meubles anciens. Mesdames, faites votre choix. On ne sait pas où ça se porte, mais ça se porte. Boucle de ceinture. Ce ne sont pas des soutiens-gorge. Ces collections sont vraiment très jolies. Saint-Georges terrassant le dragon sur cette boucle.
bulgare, un peu potelé. Comme un cosmonaute. Femme bulgare à Salonique. Je pense que la coupe de cheveux serait difficile à remettre à la mode. Les robes font penser à des moulins à prière tibétains. Dans cette salle centrale, il s'agit d'une production faite par une école. Nous voyons là de l'art radicalement différent. Nous abordons la partie ethnographique. En fait d'ethnographie, cette salle s'intéresse à l'histoire de la Bulgarie entre 1878 et 1946. Voici un cadeau fait par l'Empire austro-hongrois à la Bulgarie pour la remercier de sa participation à ses côtés à la Première Guerre mondiale. Cadeau fait en 1916 à l'empereur ou tsar Ferdinand Ier. Là aussi. C'est un cadeau. Un cadeau de l'Allemagne. Cette affiche rappelle les guerres balkaniques de 1912-1913 et la participation de la Bulgarie à la Grande Guerre à partir de 1915 seulement. Le maréchal von Mackensen, allemand, inspecte les troupes dans les Balkans. Trouvé dans les poches d'un soldat bulgare par un officier français lors des derniers combats de 1918. Les tenues de guerre, ça allait tant qu'il n'y avait pas de trous dedans. Le traité de Neuilly a enlevé à la Bulgarie toutes ses conquêtes, et même la Dobroudja du Sud, qu'elle ne récupérera qu'en 1940. Donc en rose tous les territoires perdus. Photographie de la cathédrale du Saint-Dimanche après l'attentat du 16 avril 1925. Elle a été reconstruite en 1930.
temps moderne. Nicolas Mouchanov, Parti démocratique, Premier ministre 1931-1934. Le noyau central de l'université, on lui a rajouté des ailes plus tard. Un vieil appareil de cinéma avec une pellicule à l'ancienne. Le monde des arts est évoqué ici. L'armée rouge devant le théâtre Ivan Vazov. Les armes du royaume de Bulgarie. La tsarine Éléonore von Reuss-Kostritz, seconde épouse du tsar Ferdinand Ier. Elle est morte en 1917 et elle est enterrée donc à l'église de Boyana. Le gouvernement qui a proclamé l'indépendance totale de la Bulgarie vis-à-vis de la Turquie. Uniforme diplomatique. Le tsar Ferdinand Ier en manœuvre. Il a eu beau manœuvrer, il a fait perdre beaucoup de terres à la Bulgarie, notamment en déclenchant la Seconde Guerre balkanique. Celui-ci est bien Alexandre Ier de Bulgarie. Je dois vous dire que j'ai loupé ma vocation de pope. En vérité, celui-ci doit avoir un grade supérieur, c'est un exarque. Il y a aussi des métropolites, mais il faut sûrement attendre que la barbe blanchisse. Une photographie du tsar Ferdinand Ier. La fameuse Marie-Louise qui a donné son nom au boulevard qui va au Pont des Lions. C'est la grand-mère du tsar Siméon II, le dernier tsar de Bulgarie. Encore les armes de la Bulgarie. Carte historique de la Bulgarie en 1941. Où l'on voit qu'elle avait absorbé la Macédoine avec Skopje et Ohrid, et puis également le littoral de la mer Égée qu'elle avait pris à la Grèce. Seul le sud de la Dobroudja a été conservé par la Bulgarie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On voit l'aigle nazi qui plane sur la Bulgarie. La Bulgarie avait choisi le mauvais camp. Le tsar Alexandre Ier. Il s'agissait d'une lignée allemande, parce qu'il n'y avait plus de descendants des tsars du Moyen-Âge. Nous avons un peu survolé cette dernière période qui, il faut le dire, est présentée dans une certaine confusion, puisqu'on y trouve des périodes avant la Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres, la Seconde Guerre mondiale, mais sans véritable perspective. À Sofia, il y a également un musée d'histoire militaire. Et nous conclurons par ce beau blason.
Il pleut de nouveau, c'était vraiment une mauvaise journée et Sofia est invisible. Très belle armoire dont on se demande cependant ce qu'elle fait là isolément. La partie ethnographique. Les costumes sont très variés et colorés. La tank. Pour les choses de Pâques. Une tradition orthodoxe pour Pâques, peindre les œufs, les colorer. Je trouve celui-ci particulièrement réussi. Quoique j'hésite avec ce modèle. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle belle banitsa! Oui, c'est ça. Tous ces plats sont des préparations pour Noël, où il est de tradition en Bulgarie de ne servir que des plats sans viande. Il y en a 7. Les Bulgares ont beaucoup de masques. Ça me fait penser à l'art japonais. Une tradition veut qu'à Noël, les enfants fabriquent à partir de branchages ces dispositifs qu'ils garnissent de laine et également des sorbatchka. Et donc, ils frappent dans le dos des personnes âgées qui leur donnent des pièces. Dans cette partie numismatique, nous avons trouvé un trésor. Et voilà pour cette visite dans une ambiance tout à fait aquatique. Ainsi se clôt ce deuxième jour à Sofia.